Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 2 décembre, de nommer M. Cyril Moradi secrétaire de séance. Merci Monsieur le maire. Bernard Pierre-Michel. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Tétigny Aldo. Manard Sylviane. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bafcop Francine. Gondy Elisabeth. Delbove Nicole. Benguenou Amar. Chic Bekta. Beljouri Ali. Présent. Pirez Martine. Thorez Isabelle. Vincent Alain. Présent. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. Degog Cédric. Grandao Régis. Choquet Christine. Moradi Cyril présent. Walran Edith. Malo Peggy. Jamjam Hamid. Dolik Virginie. Ladrier Dimitri. Alors en communication, tout d'abord vous annoncez donc l'arrivée d'un nouveau directeur des services finances en la personne de M. Noël. Allez-y, voilà. Vous pouvez peut-être vous présenter, M. Noël ? Oui. Bonjour, je me présente François Noël. Vous m'entendez bien comme ça ? Ah bah ça va mieux. J'ai eu un parcours à la MEL et ensuite à la ville de Maubeuge. Et auparavant, avant d'être dans la fonction publique, j'ai travaillé à peu près 15 ans dans le secteur privé. Et je suis arrivé à la ville d'Anzin le 7 octobre. Voilà. Voilà, et donc pour information, donc M. Hatif quitte la collectivité au 1er janvier 2025. Ensuite, il y a donc la nomination de Mme Bektachi, conseillère municipale, en remplacement de Mme Isabelle Bille, démissionnaire. Par lettre reçue en mairie, Mme Isabelle Bille m'a fait part de sa démission du conseil municipal. Conformément à l'article L 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, une démission est définitive dès sa réception par le maire qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département. Par conséquent, l'article L 270 du Code électoral prévoit que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La candidate suivant sur la liste unie pour réussir est Mme Bektachik. Sur ces bases, Mme Bektachik est élue conseillère municipale et installée dans ses fonctions en remplacement de Mme Isabelle Bille. Donc, bienvenue Mme Chic. Mme Bille a démissionné ayant quitté la région. Elle a décidé donc de ne plus faire partie du conseil municipal, n'étant plus du tout sur ce secteur géographique. Arrivée de Mme Gondy. Pour la décision modificative numéro 2, donc l'avant-dernière délibération, on vous a mis donc, il y a quelques modifications sur table suite au retour du service de gestion comptable qui était anciennement la trésorerie. Donc on va vous donner les éléments. Si vous ne les avez pas eus, on va vous les donner. Je vous laisserai peut-être 2-3 minutes, on vous expliquera. Parce que si on passe pas l'ADM aujourd'hui, on est obligé de refaire un conseil municipal avant le 31 décembre, uniquement pour cette DM. Alors ça joue sur 2 800 €, j'arrondis, en investissement et 30 000 € en fonctionnement, donc il n'y a pas de grosses modifications. Mais il faut que vous validiez
tous le fait qu'on valide la présentation de l'ADM numéro 2 avec quelques modifications par rapport au document qui vous avait été envoyé. A priori, c'est d'accord. Pas de vote contre. En information, pour signaler qu'il y avait donc une reprise des sorties famille qui avait disparu avec l'épisode Covid. Donc la première sortie donc, aura lieu donc, ce 14 décembre sur le marché de Noël de Reims. Rappelez que c'est vrai que ces sorties famille étaient un moment privilégié pour certaines personnes afin de pouvoir s'aérer, découvrir et également se cultiver. Il y aura donc 4 sorties pour 2025, donc soit une par trimestre, avec une collaboration entre le CCS et le pôle développement social de la ville. Le programme est en cours de finalisation, mais en tout cas, au mois de février, il y aura une visite du salon de l'agriculture. Donc pour la sortie donc là, du 14 décembre, il y a 118 personnes qui se sont inscrites. Bilan de l'Anzinoise, pour rappeler, donc, il y a eu 1580 participants donc, aux différentes épreuves, 10 stands qui étaient présents lors du village santé. Donc on peut estimer qu'il y a à peu près 2000 personnes qui sont passées donc, sur les différents stands. Et rappeler donc qu'il y aura donc un reversement donc, de 2 € par inscrit, soit 1580 € pour la Ligue contre le cancer et 1580 € pour l'association EMRA qui œuvre plus sur le Valenciennois. Et c'est vrai qu'il y a eu un accord qui a été pris entre EMRA et la Ligue contre le cancer pour cette répartition, en rappelant que ce montant est versé par le club de la Anzinoise Athlétisme, qui est le partenaire de cette manifestation. Rappelez également les différentes manifestations et festivités. Donc le 6 décembre à 16h30, cérémonie d'hommage aux morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, donc à la Stèle Saint-Va. 6 décembre de 17h à 21h, inauguration du marché de Noël, lancement des illuminations. Samedi 21 décembre, parade de Noël et descente du Père Noël. La parade de Noël partira donc de la rue Jean Jaurès vers 17h. Fait donc un circuit sur la ville et arrive ici avant la descente du Père Noël qui est prévue vers 19h. Le 15 janvier à 19h aura lieu donc les vœux à la population à la salle des fêtes, en espérant qu'il n'y aura pas la neige de l'année dernière. Pour information aussi, c'est pas noté, mais c'est vrai qu'il y a des travaux en cours sur la rue du Mineur, pour ceux qui sont par là. Donc il y a une réflexion, une totalité de cette rue, effectivement, méritait des gros travaux. Et donc, de toute façon, dans les décisions, il y a donc des travaux à hauteur d'à peu près 100 000 € pour une remise aux normes, on va dire, de cette rue qui en avait largement besoin. Au niveau des communications, j'en ai fini. Sur les décisions, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur les décisions. Sur le compte-rendu du conseil municipal, procès-verbal du conseil municipal du 30 septembre 2024, y a-t-il des interventions? Non plus. Donc on passe aux délibérations. Première délibération, c'est pour Madame Potvin. Recensement de la population, convention relative au recours à la poste pour les missions d'agent recenseur du recensement de la population 2025. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc une dotation forfaitaire prenant en compte les charges exceptionnelles liées aux enquêtes de recensement est versée par l'État. Celle-ci s'élèvera à 2 448 € pour l'année 2025. En 2025, l'enquête famille visant à mieux connaître les modes de vie des familles d'aujourd'hui sera exceptionnellement associée à l'enquête annuelle de recensement. La ville d'Anzin ayant été tirée au sort pour participer à celle-ci se verra verser une dotation supplémentaire égale à 676 €. Donc la commune aura recours à la poste pour les missions d'agent recenseur qui s'effectuera donc du 16 janvier 2025 au 22 février 2025 suivant le protocole défini par l'INSEE. La Poste facturera la prestation pour un montant total TTC de 6 602 €. Donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la Poste pour les missions d'agent recenseur et l'enquête famille pour l'année 2025. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci. Donc délibération qu'on avait déjà passée depuis 2 ans puisque c'était déjà la Poste qui faisait le recensement. Y a-t-il des interventions?
Pas d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On va attaquer les ressources humaines tout d'abord. Donc la modification de la grille des effectifs. Madame Bernard. Oui, bonsoir à tous. Donc, modification de la grille des effectifs, délibération récurrente. Donc là, nous proposons, dans le cadre de notre politique de résorption de l'emploi précaire, la stagiairisation de 3 agents dont les contrats arrivaient à leur terme. Donc, on propose de les nommer en qualité de stagiaires à compter du 1er janvier 2025. Pour information, ces 3 agents concernent le service, notamment entretien, et travailleront principalement entre la crèche et le gymnase Blossborn et complexe Michel Bernard. Nous proposons également la revalorisation hebdomadaire du forfait pour un agent dont des missions supplémentaires ont été confiées. Donc cet agent travaille au conservatoire et donc afin d'assurer ce surcroît de travail, il convient donc d'augmenter son forfait hebdomadaire. Ces heures correspondent notamment à la direction de l'orchestre à cordes pour le premier cycle, l'orchestre symphonique, mais surtout cette personne sera référente handicap conformément à notre programme sur l'inclusion. Donc, nous allons procéder également au transfert de personnel entre le CCAS et la ville d'Anzin. Donc, dans le cadre de la mobilité interne, on switch avec un agent qui était au service logistique de la ville, qui passe en tant que chauffeur au CCAS, et la chauffeur qui était au CCAS repasse donc dans l'effectif ville et travaillera à la micro-cantine Gallieni ainsi qu'à la restauration. Au niveau du pôle famille, éducation, animation, loisirs, en raison de la réorganisation de ce pôle, nous proposons de créer un poste de responsable administratif et financier pour les directions de ce pôle. Donc, les missions principales seront notamment sur un travail d'améliorer la qualité de l'accueil, les diffusions de la formation auprès des familles en utilisant les différents supports. Aussi accompagner les équipes sur la culture administrative, réorganiser et superviser le bon déroulement des affaires courantes, bien sûr, dans le secteur scolaire, et aussi assurer les relations institutionnelles avec les directrices d'école. Cette personne aura aussi un rôle facilitateur d'accompagnement et de conseil dans le domaine comptable et administratif auprès des 3 directions. Et sera supervisé aussi il s'agira aussi de superviser la régie liée aux inscriptions et aux différentes activités proposées par les directions du pôle. Donc c'est un emploi qui sera ouvert au recrutement pour les filières administratives de catégorie A et dans le cadre d'emploi des attachés au grade d'attaché, mais également catégorie B, cadre d'emploi des rédacteurs pour un poste à temps complet. J'en ai terminé pour cette délibération. Merci. Est-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 3e délibération, création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Ça concerne les classes de neige. Donc, nous organisons comme chaque année les classes de neige au profit des écoles anzinoises. Donc pour cette année 2024-2025, 2 séjours seront organisés. Donc aux dates du 24 janvier au 1er février 2025, donc pour le premier séjour, et le deuxième séjour du 14 mars au 22 mars. Donc pour encadrer ces enfants durant ces séjours et en complément du personnel communal, nous avons besoin de faire appel à du personnel saisonnier pour un maximum de 18 animateurs pour un forfait de 10 heures par jour. Je dis bien un maximum de 18, puisque normalement, nous arrivons à combler les postes avec les animateurs et nous faisons appel qu'à 6 à 8 animateurs complémentaires. Mais si jamais on avait, pour des raisons ou autres, des défections, pour des raisons maladie ou on ne sait pas, on pourrait compléter pour un maximum de 18 animateurs.
Donc les rémunérations seront selon les postes occupés. Merci. Pas de questions non plus. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 4e délibération, toujours un emploi non permanent pour mener à bien un projet. Là, ça concerne le dispositif conseiller numérique. Oui, donc pour rappel, lors de la séance du 21 décembre 2020, le conseil municipal a permis à la ville de candidater pour devenir structure accueillante d'un conseiller numérique et de signer la convention avec l'État afin de créer le poste de conseiller numérique contractuel. Donc pour rappel, dans le cadre du volet inclusion numérique du plan de relance, l'État a lancé en 2021 le dispositif conseiller numérique piloté et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les conseillers numériques travaillent pour le compte des collectivités territoriales et les structures locales privées à l'accompagnement des publics rencontrant des difficultés dans l'usage du numérique. Donc la ville a obtenu un poste financé de conseiller numérique. Les modalités opérationnelles sont précisées dans une convention et les demandes de subvention qui détermine la demande de subvention entre l'État et la collectivité. Donc ainsi, la collectivité bénéficie d'un soutien financier de 42 500 € répartis sur 3 ans à raison de 17 500 € la première année et 12 500 € les deuxième et troisième années. Donc nous souhaitons donc poursuivre ce dispositif donc en vague 2 et nous avons déposé le 6 septembre dernier la convention de demande de subvention auprès des services de l'État. Malheureusement, là, cette année, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu des coupes assez sévères au niveau de ces contrats et de 2500 contrats aidés, on passe à 1000 contrats aidés. Donc nous espérons bien sûr que nous ferons partie des contrats aidés par l'État, mais ça ne remettra pas en cause le poste de la conseillère numérique que nous assurerons de toute façon. Donc le contrat du conseiller numérique arrivant donc à échéance au 9 janvier 2025, il s'avère nécessaire de renouveler son contrat pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 9 janvier 2028. La rémunération est fixée en référence au grade de rédacteur territorial dont le traitement indiciaire s'intégrera dans la grille afférente. Merci. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame Dolic. Je voulais revenir. La subvention est sûre ou vous espérez l'avoir? Non, c'est ce qu'on a dit. Je permets de reprendre la main. Ouais. La subvention, maintenant, le projet de loi de finances va probablement sauter. Et dans le cadre du projet de loi de finances, il est prévu, effectivement, dans le cadre des économies demandées, de passer de 2500, comme a été évoqué, 2500 emplois aidés en tant que conseiller numérique, de passer à 1000. Donc, passant de 2500 à 1000, il va y avoir des coupes sombres, mais on ne sait pas qui aura droit ou non au poste de conseiller numérique validé par les services de l'État et aidé financièrement. Donc on est dans l'obligation de toute façon de déposer la demande pour avoir les subventions si on rentre dans le cadre des 1000 qui restent, qui sont aidés. Si le projet de loi de finances saute, et ici il n'y a rien qui est remodifié d'ici ce temps-là, mais c'est ce qu'on va évoquer dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, tout le monde navigue un peu à vue, donc il y aura de toute façon des réinterventions régulièrement pour évoquer soit une décision modificative ou un budget supplémentaire, régulièrement. Là, aujourd'hui, à l'instant où on parle sur le projet de loi de finances, c'est 1000 postes au lieu de 2500. Bon, si tout saute, peut-être qu'on restera à 2500 puisque les volets financiers doivent rester identiques, sauf s'il y a un autre gouvernement et si on fait nous un projet de loi de finances différemment. Mais à partir de ce moment-là, on est dans l'obligation de toute façon de faire la demande d'aide des services de l'État, puisque le contrat arrive à échéance le 9 janvier et qu'on ne va pas la laisser sur le carreau en lui disant on attend vu ce qui se passe au niveau national. Donc à un moment donné, on doit avancer. Il a été acté le fait qu'on lui maintiendrait de toute façon ce poste d'employé, de conseiller numérique, comme on s'était engagé dans le cadre de la lutte contre les problèmes numériques qu'ont nos habitants, contre chercher un autre terme, ça peut être l'électronisme ou la fracture numérique.
Donc, de toute façon, ce poste sera maintenu. Maintenant, si on peut avoir les aides financières, c'est quand même mieux. Donc, on fait la démarche pour avoir les aides financières avec les soutiens de l'État et en sachant qu'on est quand même en 2/3 QPV, on a quand même des éléments pour aller chercher ce financement au niveau des services de l'État. Et sans financement, on est à combien par an pour le contrat? Le contrat, globalement, je pense que sur une année, la première année, on a combien d'aides 17 500 et 12 500 les deux. Donc en gros, c'est 50% de l'aide. Donc c'est 35 000, avec les charges, tout compris, c'est pour ça que je demandais pour être sûr. C'est à peu près 35 000 pour les 3 ans. C'est bon. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 5e délibération, je pense qu'on peut grouper 5 et 6, parce que ça concerne les coups de pouce CLEM, CLA, CLé. Donc en effet, ces délibérations nous permettent quand même de rappeler l'action qui est mise en place à l'École de la République et qui vise à accompagner les objectifs de la ville pour développer une offre périscolaire de qualité adaptée aux besoins de chacun, d'accompagner tous les enfants dans un parcours de réussite scolaire, citoyenne et sociale, d'associer les parents à ces démarches en leur proposant des aides et des outils adaptés, et de prêter une attention particulière aux enfants les plus fragiles ou en risque d'échec, notamment les enfants de la grande section qui ont des fragilités en expression, en lecture, en écriture ou en mathématiques. Au titre de l'année scolaire 2024-2025, nous avons 4 coups de pouce de club coups de pouce CLA, c'est-à-dire qui concernent le langage, et 6 coups de pouce clé et clem qui correspondent à la lecture, l'écriture et les mathématiques. Donc là, les délibérations concernent la rémunération des intervenants qui sera donc fixée sur les taux d'heures d'enseignement suivant le décret à cet effet, donc pour les professeurs des écoles, et en complément des professeurs des écoles intervenants, il nous faudra recruter 5 CDD pour réaliser ces clubs, donc pour un temps de travail compris entre 4h30 et 7h30 hebdomadaires, et ce à compter de janvier 2025. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Bon, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai que les coups de pouce, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Et on signalait quand même qu'on aura 10 clubs coups de pouce sur la commune, ce qui est quand même un chiffre relativement conséquent. La 7e délibération, alors c'est une délibération qui est très technique, délibération instituant l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police municipale. Alors, je vais essayer de résumer le plus synthétiquement possible. Donc, juste pour rappel, en 2017 avait été mis en œuvre le RIFSEP, qui avait pour but d'harmoniser les primes pour les 3 versants de la fonction publique, en simplifiant sur le fait qu'il n'existait plus que 2 primes, l'IFSE et le CIA. Donc toutes les filières étaient concernées, sauf la filière de la police municipale. Donc en juin 2024, un décret a été édité pour remédier à ce dysfonctionnement. Donc que prévoit ce décret? Donc ce décret prévoit la mise en place, donc non plus de l'IFSE cette fois-ci, mais de l'ISFE, donc indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police municipale. Donc les fonctionnaires relevant de la filière police municipale peuvent bénéficier d'un nouveau régime indemnitaire en remplacement du régime indemnitaire actuel. La mise en place se fera au 1er janvier 2025 et surtout ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de perte ni de salaire ni de prime. Donc ce nouveau régime est composé de 2 parts, une part fixe et une part variable. La part fixe est versée mensuellement. Donc, elle est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé
par l'organe délibérant dans la limite des taux qui sont décrits donc, dans la délibération, selon les filières, les cadres d'emploi. Donc vous avez les différents taux. Pour nous, pour le chef de la police municipale, on a retenu 32%, les chefs d'équipe 30%, les autres agents 26%. Donc la part variable, elle tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée selon les critères suivants: les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles et la qualité d'encadrement ou d'expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Donc c'est ce qui correspond au CIA. Donc l'appréciation de l'engagement professionnel et de la manière de servir se fonde sur l'entretien professionnel annuel. Donc la part variable, toujours, donc de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, peut être versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond défini par l'organe délibérant, mais elle peut être aussi complétée par un versement annuel, sans toutefois que la somme des versements ne dépasse le plafond. Donc pareil, vous avez le tableau qui vous indique les plafonds. Je rappelle bien, ce sont des plafonds. Ce ne sont pas les montants qui vont être distribués. Donc l'ISFE suit le traitement, c'est-à-dire qu'elle est maintenue pendant les congés, proratisée en fonction de la quotité de temps de travail, demi-traitement, temps partiel, temps non complet. Elle est suspendue en cas de congé de longue maladie, en cas de congé de grave maladie ou en congé longue durée. Est-ce que c'est clair? Voilà, merci. Signaler que ça a été présenté bien évidemment au comité social territorial qui a été validé. On a également eu une réunion donc avec l'ensemble des effectifs de la police municipale pour leur expliquer un petit peu comment cela allait se passer. On n'a pas eu d'intervention très spécifique sur ce sujet. Aussi pour information, pour avoir aussi quelque chose de cohérent vis-à-vis de la police pluricommunale, les taux qui sont retenus de 32, 30, 26 sont les mêmes taux pour les 3 communes, donc Anzin, Petite-Forêt et la ville de Rheims. Comme ça, on se retrouve tous à égalité par rapport aux taux applicables pour éviter toute tension éventuelle sur des taux différents et considérer qu'il y a peut-être des avantages d'un côté ou de l'autre. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Non. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On va faire un petit tour vers le commerce pour l'ouverture dominicale des commerces pour l'année 2025. Madame Potvin. Merci Monsieur le maire. Donc c'est une délibération récurrente qui passe chaque fin d'année. Donc les établissements de commerce de détail et automobiles sont autorisés à ouvrir le dimanche lorsque le nombre n'excède pas 12 par an et le repos hebdomadaire peut donc être supprimé. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Lorsque le nombre de dimanches excède 5 par an, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Donc le calendrier pour 2025 a donc été transmis à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Donc vous trouverez le calendrier complet des dates arrêtées pour 2025 sur la délibération. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à donner un avis favorable sur le calendrier complet pour l'année 2025. Merci monsieur. Merci, c'est classique. Pas d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 9e délibération concerne le versement d'une subvention dans le cadre du projet d'agriculture urbaine. Comme elle concerne le CAPEP, Madame Delbove ne participera donc pas au vote. Madame Butrieux. Merci, Monsieur le maire. Donc, sur la part fonctionnement, lors du comité de pilotage, le CAPEP a officiellement sollicité la ville. La demande porte sur les 2 premières années d'exploitation.
Une première intervention financière de la ville a eu lieu en 2023. La présente délibération porte donc sur la seconde année d'exploitation qui est 2024. Le montant de la subvention est de 11 571 €. Donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement de cette subvention au CAPEP et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à ce protocole. J'en ai fini. Merci. Y a-t-il des interventions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On attaque la 10e délibération. C'est la convention ville-bailleur pour la fameuse TFPB 2025. Monsieur Célidonio. Merci, monsieur le maire. Alors oui, donc c'est une délibération qui porte sur l'approbation des termes d'une nouvelle convention pour l'utilisation de l'abattement TFPB et également qui porte sur l'autorisation de signature de cette convention avec les 4 bailleurs qui sont éligibles à cet abattement. Alors je vous rappelle que pour soutenir les bailleurs sociaux dans l'amélioration du cadre de vie et la cohésion sociale, un dispositif d'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été instauré pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce mécanisme, donc, qui a été établi par la loi de finances 2015 et confirmé en 2024, permet aux organismes HLM de financer des actions pour améliorer la qualité de vie et la cohésion sociale dans les quartiers conformément au référentiel national. Le dispositif repose sur une disposition fiscale et une convention locale signée entre l'État, l'établissement public de coopération intercommunale, les communes et les bailleurs sociaux. À partir de 2025, il sera intégré au contrat quartier 2030, qui est la nouvelle appellation du contrat de ville, en synergie avec la politique de la ville pour renforcer les actions en faveur de la tranquillité publique, de l'entretien des logements, de l'amélioration du cadre de vie, de la participation des habitants dans le cadre de diagnostic en marchand, par exemple. Je vous rappelle les enjeux prioritaires de Valenciennes Métropole, donc l'insertion, la santé, la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. À Anzin, nous avons 2 quartiers qui sont concernés par le dispositif d'abattement TFPB, donc la Verrerie, Square de la République et Rive de l'Escaut. Les bailleurs qui bénéficient de l'abattement 2025 sont Habitat du Nord, Partenaire Habitat, SIGH, Maison et Cité. Leurs conventions respectives définissant les modalités d'application et de suivi sont annexées à la présente délibération. Alors quelques petits chiffres, pardon. Au niveau du quartier Verrerie, Square de la République, nous avons un total de 433 logements sociaux. Le nombre de logements du bailleur bénéficiant de l'abattement de la TFPB sur ce quartier est de 212. Sur le quartier de la zone intercommunale des Rives de l'Escaut, 507 logements sociaux, dont 280 peuvent bénéficier de l'abattement de la TFPB. Alors bien sûr, pour pouvoir contrôler l'application des dispositions de cet abattement, une actualisation annuelle déjà dans un premier temps du parc immobilier transmise par le bailleur en direction de la commune, des délégués du préfet et de Valenciennes Métropole, à partir des éléments qui sont fournis par la Direction générale des finances publiques. Excusez-moi. Le comité de pilotage, donc, qui est dirigé par le service politique de la ville, assurera donc le suivi des actions qui sont financées, avec des réunions biannuelles impliquant les bailleurs et les partenaires locaux et l'agglomération. Alors, sur ces bases, il vous est proposé d'approuver la nouvelle convention d'utilisation de l'abattement TFPB pour les quartiers politiques de la ville ci-jointe et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec les 4 bailleurs pour une période de 5 ans à partir de 2025. Merci. Merci. Y a-t-il des questions ou des interventions? Monsieur Jamjam. Merci, monsieur le maire. Bon, vous savez très bien ce qu'on pense de la TFPB. Je pense qu'on le revient chaque année. Simplement, on revient un peu sur les quartiers 2030. Ça consiste à quoi, les quartiers 2030? Il faut savoir que l'État a mis en place une concertation en ligne qui s'est déroulée jusqu'au 31 octobre 2023. Ensuite, les résultats de cette concertation ont été analysés en novembre-décembre et une restitution en mars 2024. Donc là, ce qu'on aimerait en voir, c'est quelles sont les attentes concernant ces concertations à Anzin et les habitants de nos quartiers prioritaires ont-ils été consultés? Et avez-vous différentes restitutions? Et nous pensons que c'est sur cette base que les actions des bailleurs et de la ville devraient être initiées. Donc au niveau des résultats, quand on voit les résultats, nous avons accès aux résultats. Pour information,
Les principaux sujets qui ressortent de cette participation sont la prévention contre la délinquance, suivi du logement et du cadre de vie. Donc, quant à la page 5, au niveau de la Convention, quand Habitat du Nord nous annonce ses priorités, nous ne savons pas comment et quelles actions seront mises en œuvre pour concrétiser ces priorités. Nous déplorons également que les habitants n'appartenant à aucun comité ne soient pas désignés pour faire partie du groupe de pilotage. Merci, Monsieur Célidonio. Alors bien sûr, il y a des concertations, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des comités de pilotage qui sont organisés. Donc nous proposons, et les bailleurs proposent des actions, donc on a notre mot à dire, bien sûr. On a parfois retoqué certaines actions, on en a même repoussé, donc ce qui ne se fera plus actuellement. Donc si les bailleurs ne font pas les actions dans la période donnée, ils ne pourront pas les repousser. Alors il y a des diagnostics en marchant qui sont effectués, il y a des habitants qui sont là, qui voient comment ça se passe. Au niveau des actions, on peut par exemple parler d'une action qui est très importante et sur laquelle je vais insister. Il y a par exemple les luttes contre les violences conjugales et intrafamiliales. Il y a également la lutte contre la prostitution. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes filles et de jeunes garçons qui plongent dans la prostitution. Il y a d'autres choses, bien sûr. Voilà. Et tout ça est concerté avec les bailleurs et nos services. Monsieur Jamjam. Je reviens aussi en fait sur le terme quartier 2030 où l'État avait initié cette initiative. Est-ce qu'on a les résultats sur Anzin? Monsieur Célidonio. Les résultats, donc, on va les avoir au niveau des bilans, donc les bilans qui nous sont transmis. Donc on a une réunion qui va avoir lieu avant la fin du mois. Donc la date, je ne l'ai pas encore, mais c'est dans la semaine qui vient. Voilà, donc le bilan, on l'aura à ce moment-là. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Donc 3 abstentions. Votées à la majorité. La 11e délibération, le pass associatif, exercice 2024-2025, subvention complémentaire. Monsieur Tettini. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Comme annoncé lors du communiqué primitif, la ville d'Anzin s'est engagée à soutenir financièrement tous les Anzinois qui ont effectué une première inscription au sein des associations de la commune. Cette action permet, sans aucune restriction d'âge, de pouvoir bénéficier à chaque nouvel adhérent d'une aide selon 2 cas de figure. Le premier, pour une adhésion au club ou association affiliée à une association, l'aide apportée correspond à 50% du coût de la licence. Deuxième cas de figure, pour une adhésion au club et association toujours non affiliée à une fédération, l'aide apportée correspond soit à 50% du coût de l'adhésion si le montant de la cotisation est inférieur ou égal à 50 €. B, deuxième cas de figure, donc 25 € forfaitaires si le montant de la cotisation est supérieur à 50 €. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, des critères sont définis. Être résident sur la commune d'Anzin, aide uniquement valable pour une première adhésion au tissu associatif anzinois, être nominatif et cumulable avec d'autres dispositions. J'en ai terminé. Merci. Alors, rappelez que cette année, il y aura donc 185 bénéficiaires pour un montant total d'un peu plus de 3 200 €. Y a-t-il des questions? Non, c'est classique. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On passe sur les grands projets Bleusborn et SIGAS, gestion de parcelles rue du Père Pilate. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. On est au grand projet, mais c'est une toute petite parcelle de 103 mètres carrés qu'on vous propose de céder à l'euro symbolique à SIGH. Au dernier conseil, vous avez accepté son déclassement du domaine public en domaine privé. Et aujourd'hui, je vous demande d'autoriser, monsieur le maire, à signer l'acte de vente chez Maître Patou et les frais de notaire seront à charge de SIGH. Une parcelle de 103 mètres carrés. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions? Non. Qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité. On attaque les finances. On va voir un one-man show de M. Coyer à partir de maintenant. La 13e, marché et services d'assurance pour la ville d'Anzin. Merci, monsieur le maire.
Oui, donc les assurances étant échues au 31 décembre 2024, il convient donc de procéder à leur renouvellement. Compte tenu de la complexité, donc la ville a souhaité faire appel à une assistance maître d'ouvrage, en l'occurrence la société Arima Consultant. Il a aussi été acté donc que les conditions du contrat envisagé, basées sur une durée de 4 ans, resteraient donc inchangées par rapport à celles d'aujourd'hui. Et donc 5 lots ont été étudiés. Donc le lot 1, assurance dommages aux biens et risques annexes. Le lot 2, assurance des responsabilités et des risques annexes. Lot 3, assurance des véhicules et des risques annexes. Lot 4, assurance de la protection juridique de la collectivité. Et lot 5, assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus. Donc, on a aussi fait appel donc au journal officiel de l'Union européenne, compte tenu donc du contexte d'augmentation des tarifs. On a dû ajouter quelques pièces complémentaires qui ont nécessité un avis rectificatif, toujours au journal officiel européen. Et donc, lors de la réunion de commission d'appel d'offres du 13 novembre, la société Arima a présenté les rapports d'analyse des offres qui ont été réceptionnés dans les délais prescrits. À savoir donc, a décidé la commission de faire l'attribution du premier lot, assurance dommages aux biens et aux risques, à la société SMA CSL Assurance, pour un montant de 1,72 € hors taxe par mètre carré, soit une prime annuelle de 104 048,50 €. Le lot 2 a été attribué à la société, donc au groupement Paris Nord Assurance Service, pour une prime annuelle de 10 530,24 €, qui est calculée en fonction du poids financier de la masse salariale. Le lot 3, assurance de véhicules et de risques, a été attribué à la société SMA CSL Assurance, pour une prime annuelle de 29 090,64 €, susceptible de variation en fonction du nombre de véhicules à assurer, si la ville fait d'autres achats d'ici là. Le lot 4, donc protection juridique de la collectivité, a été attribué à la société, au groupement Aura Courtage, pour une prime annuelle de 1 059,59 €. Et le lot 5, donc la protection fonctionnelle des agents et des élus, à la société SMA CSL, pour un montant global annuel de 2 253,98 €. Et donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les différents marchés en rapport avec les lots que je viens de préciter. Merci. Y a-t-il des interventions, des questions? En complément d'information, pour qu'on se rende compte, sur l'assurance dommages aux biens et des risques, on était à 45 000 € auparavant. On passe à 105 000 € quasiment. Donc c'est plus que doublé. Pour la structure qui nous accompagnait, Arima Consultant, on avait des primes qui étaient vraiment très faibles. Quand on n'avait pas eu de gros dommages depuis de nombreuses années, il y a des communes qui n'ont aucune assurance, d'autres communes où les primes sont multipliées par 5 voire par 10. Donc il a été proposé par la structure qui nous accompagnait de valider ce tarif, même s'il augmente pour nous de façon significative, mais qu'on risquait de prendre un gros risque de se retrouver avec des propositions beaucoup plus importantes si la SMAC ne répondait pas. Et juste aussi pour information, c'est l'assurance protection fonctionnelle des agents et des élus, mais ça, on s'en doutait. Aujourd'hui, les agressions verbales ou autres sont de plus en plus fréquentes, ce qui fait que la prime a quasiment triplé. On est passé de 800 € à 2 253 €. Donc que ce soit les agents qui peuvent être effectivement importunés sur leur lieu de travail, il y en a qui sont plus à risque que d'autres, mais surtout au niveau des accueils des différentes structures de proximité, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un souci sur l'accueil de la mairie, avec donc un renfort de la protection qui va être mise en place, et notamment donc une caméra qui va être positionnée logiquement avant la fin de l'année, avec un lien direct avec la police municipale, et puis aussi les élus qui, quand ils se font menacer, sont tenus d'aller porter plainte. Donc ça explique également donc cette augmentation des assurances. Donc pour avoir une idée, sur la totalité des assurances, on était à 95 000 €, on va passer à 146 000 €. Donc il y a quand même des augmentations qui sont conséquentes, et avec, pour les dommages aux biens et risques, des franchises qui sont augmentées, notamment en cas de sinistres liés à des révoltes urbaines, où là les franchises sont énormes, mais de toute façon on n'a pas tellement le choix.
Après ces précisions, je pense qu'on peut voter au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. 14e délibération, c'est du classique. C'est le rapport d'activité du délégataire de la gestion de la fourrière automobile pour 2023. Merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est une obligation de porter à votre connaissance ce que la SAS Dremont a généré en services et en rémunération pour la ville d'Anzin sur l'année 2023. Donc, il ressort donc de ce rapport transmis par la SAS Dremont pour l'année 2023 les éléments suivants. Donc, un nombre de véhicules mis en fourrière sur l'année de 124, 137 ont été enlevés en 2022. Sur ces 124, 92 ont été restitués à leurs propriétaires. 32 ont été détruits suite à un arrêté de destruction. Aucun véhicule n'a fait l'objet d'opérations préalables et aucun vendu par les services des domaines. Un nombre de jours de gardiennage moyen des véhicules ressort pour la mise en fourrière est constant à 3 jours. Le chiffre d'affaires s'élève à 1 583 503 € pour la SAS Dremont et dont 0,91 pour l'activité de la fourrière de la ville d'Anzin. Donc le compte de résultat fait apparaître pour la ville d'Anzin un résultat net positif au titre de la fourrière de 8 725 contre 5 292 en 2022. L'ensemble des conditions préconisées pour assurer le service dès l'intervention a été respecté. Force est de constater qu'on n'a pas à se plaindre des services de la SAS Dremont. Même les gens qui ont été verbalisés, on n'a pas eu de remontée de quoi que ce soit pour des gens qui se seraient plaints. Donc tant mieux. Sur ces bases, donc, et après avis de la CCSPL qui s'est réunie le 3 octobre, il est proposé au Conseil de prendre acte de ce rapport qui est favorable à la continuité avec la SAS Dremont. Il n'y a pas de vote puisque c'est un rapport d'activité qui est proposé. Y a-t-il des interventions, des questions? Non. Je vous ferai remarquer, en moyenne, on est à 10 enlèvements par mois. Hein, donc il y a quand même une activité d'enlèvement qui est quand même récurrente. On fait la suite toujours en lien avec la fourrière. Donc là, c'est le choix du délégateur et du contrat de concession de service public. Monsieur Coyer. Merci. Donc c'est le choix pour le délégataire renouvelé à partir de 2025. Il faut savoir que donc de la SAS Dremont avait été prolongé par rapport à un appel d'offres qui n'avait pas été conforme. Et donc par délibération du conseil municipal du 10 juin, la ville d'Anzin a déclaré la première consultation effectuée sans suite et a décidé de procéder à une seconde consultation. Il est à noter qu'une convention provisoire avait été faite avec la SAS Dremont jusqu'à la fin de cette année pour assurer la mission de service public de la fourrière automobile de la ville d'Anzin. Un avis d'appel à candidature a donc été transmis au BOAM et donc la date limite de réception des candidatures a été fixée au 30 août 2024. Le conseil donc, municipal statue au regard du rapport de monsieur le maire après analyse de la commission de délégation de services publics, vu les dispositions du code de la commande publique. Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal donc d'approuver le choix renouvelé pour la SAS Dremont comme concessionnaire de services publics pour la fourrière automobile de la ville d'Anzin à compter du 1er janvier 2025, et ce pour une durée de 4 années. D'approuver également le projet de contrat et ses annexes à intervenir entre la ville d'Anzin et la SAS Dremont, et enfin d'autoriser monsieur le maire à effectuer toute diligence, notamment à signer le contrat de concession à intervenir, avec une application au 1er janvier 2025 pour 4 années, et à prendre toute disposition et acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération, notamment à transmettre la présente délibération et tous les documents afférents aux représentants de l'État. J'en ai fini, monsieur le maire. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Si, madame Dolic. La société Dremont, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de réponse à l'appel d'offres, c'est ça, on est d'accord? C'était l'année d'avant. Hein. D'accord, ok. Et là, vous avez relancé un appel d'offres ou pas? Oui. En fait, il y a 1 an, on a fait un appel d'offres. L'appel d'offres était infructueux parce que, à l'époque, il y en avait 2 qui avaient répondu, Dremont et Burny. Les documents n'étaient pas conformes, il manquait des éléments. Le délai pour remettre en route allait faire qu'on allait avoir une période sans délégataire. Donc, il a été acté, c'est passé en conseil municipal l'année dernière. On prolongeait d'1 an le contrat de concession, et donc le contrat de concession arrivant à terme, on a refait la procédure. Cette fois-ci, 2 sociétés ont répondu, le garage Dremont avec là la totalité des éléments qui étaient requis, et le deuxième candidat c'était le SAS Garage Pierrel à la Nord 4-4. Donc là, suite à une analyse par notre service géré donc par Madame Flandrin, les analyses ont été réceptionnées et l'analyse était donc en faveur pour l'entreprise Dremont par rapport à ce qui était proposé pour la prise en charge des enlèvements. Donc il n'y a pas eu de rupture sur le contrat de concession de service public pour la fourrière automobile. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention.
Voté à l'unanimité. La 16e, bon ça va aller vite, la 16e, c'est le contrat de prêt Agence France Locale, c'est la garantie annuelle 2025, ça passe tous les ans. Oui, donc depuis le 21 décembre 2015, la ville adhère au groupe France Locale. Et donc à ce titre, on doit présenter les garanties annuelles par rapport à la ville pour pouvoir encore bénéficier de financement par l'intermédiaire de cette société. Et donc vous avez le détail. La garantie a pour objet de garantir certains engagements de l'Agence France Locale, les emprunts obligataires. Bénéficiaire, la garantie est consentie au profit des titulaires, les bénéficiaires de documents ou de titres émis par l'Agence France Locale. Alors le montant de la garantie correspond à tout moment, et ce, quel que soit le nombre, volume d'emprunt souscrit, au montant de son encours de dette principale, intérêts courus et non payés. Et donc la durée maximale de la garantie correspond à la durée la plus longue des emprunts contractés par le membre auprès de l'Agence France Locale, ce quelle que soit l'origine des prêts détenus, sans être augmenté de plus de 45 jours. Après, vous avez le mécanisme de mise en œuvre, c'est jamais arrivé. Et donc, c'est juste un renouvellement de la garantie, comme l'a dit Monsieur le maire. Et je vous ai demandé donc d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document en rapport à ce renouvellement de garantie. Pas de questions, je pense. Qui vote contre, abstention, voté à l'unanimité. Donc, il y a eu le départ de Madame Gondy. On attaque la DM numéro 2. Donc là, on va vous expliquer un petit peu de modification. Si vous voulez un peu de temps pour regarder plus en détail, je vous laisserai 1 ou 2 minutes. Les documents, surtout n'oubliez pas de signer les documents avant de partir pour la décision modificative numéro 2. Monsieur Coyer, je vous laisse expliquer. Donc à la demande de la trésorerie, que l'on appelle maintenant donc service de gestion comptable, il a été demandé une correction des montants inscrits au BS qui ont été votés lors du conseil municipal du 30 septembre 2024. Donc les modifications apportées tablent sur un montant de régularisation en investissement de 2 876,46 € en moins. Et au niveau du résultat de fonctionnement reporté, donc il y a un montant de régularisation en moins également de 30 465,18 €, ce qui nous amène à une régularisation de moins 33 341. Dans le détail, si vous voulez bien, en fonctionnement, donc nous avons total dépenses 30 768 qui se détaille de la manière suivante. Donc un ajustement des crédits au niveau des charges à caractère général de plus 99 297. C'est principalement une augmentation du chauffage et de l'électricité. Ajustement de crédit au niveau des charges de personnel, c'est 60 000 € de moins. C'est des dépenses en moins de rémunération par rapport au personnel. Subvention CCAS, donc plus 35 297. Ça a été voté au niveau du CCAS par un conseil de septembre 2024, je crois. Participation, financement, assainissement collectif, donc là, c'est des taxes de régularisation, 101 964. Charges financières, c'est pour une ligne de trésorerie que la ville avait contractée. Donc ça, c'est les intérêts de la ligne de trésorerie qui s'élèvent à 16 825 €. Un ajustement des crédits au chapitre 67 pour moins 15 000 et des provisions pour créances douteuses qui remontent à 2012 et 2018 que nous devons donc mentionner pour 12 626. Et donc ce qui nous fait un virement à la section d'investissement de 160 240 €. Au niveau donc des recettes, toujours en fonctionnement, des recettes de centre de loisirs, donc 130 100 €. La dotation DPV pour Jules Ferry, moins 119 000 qu'on reporte pour l'année prochaine. Le remboursement de Dalkia, donc c'est comme on a fait des économies dans le contrat qui avait été signé, il s'est engagé à nous reverser une partie de ces économies. Donc là, on va toucher de Dalkia 50 134 €. Et donc un résultat de fonctionnement reporté, donc là un correctif, c'est comptable, de 30 465. Au niveau de l'investissement en dépenses, donc 110 000 en moins, c'était pour des maisons rue Jean Jaurès et un terrain rue de la Marne, je crois. Ensuite, décalage budget participatif qui est reporté l'année prochaine, c'est moins 100 000 pour la reporter en 2025. Travaux d'Alkia, c'est moins 33 341 de travaux en moins. Dépenses d'équipement, donc c'est le décalage de la salle Jules Ferry, 700 000 € qui sont reportés sur 2025 et un ajustement de crédit espace public pour 30 000 €. Et donc au niveau des recettes en investissement, subvention d'investissement en moins toujours pour Jules Ferry, moins 290 000. L'emprunt en moins pour Jules Ferry, moins 460 000, ce qui fait que sur 2024,
la ville n'aura pas du tout débloqué l'emprunt qu'elle a contracté de 2,1 millions. On avait déjà annulé 1,6 million en juin, je crois, et là, les 460 000, ça nous fait quasiment les 2,1 millions que la ville avait contracté pour l'emprunt pour 2024. Donc la ville s'est désendettée sur 2024, on peut le dire. Et un résultat d'investissement reporté, un correctif de 2876, et donc le virement de la section de fonctionnement que je viens d'indiquer précédemment pour 160 240 €. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Vous avez peut-être des questions complémentaires, monsieur Vincent? Juste une remarque. Dans le déroulé du conseil, on n'a pas ces chiffres-là. Et le détail de la DM, on ne l'a pas non plus. Attends, je regarde, parce que logiquement, les documents, vous deviez les avoir sur... À titre d'exemple, par exemple, en section d'investissement, on est à moins 880 000 sur le déroulé. Et moins 61 000, plus 61 000 en section de fonctionnement. Et le détail, on ne l'a pas eu. Donc, en fait... Je regarde avec les services. En fait, dans la mail list aussi sur le numéro. Ça vous était envoyé par Laurence, le 25 novembre. Il y a eu 2 envois. Oui, non, vous avez bien fait parce que j'avais dit pour moi. Oui. Donc l'ADM 2, logiquement, vous deviez l'avoir associé avec. Et là, pour l'ADM numéro 2 modificatif, donc vous leur transférez, on passera au vote après. On va faire... Non mais, on fait une copie de ça, on vous le donne. On peut éventuellement, c'est comme vous le voulez, soit on le vote quand même, soit on passe le ROB et le DOB et on revient dessus après. On vous le donne de toute façon avant de quitter le conseil municipal. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, les décisions étaient prises sur les votes. On passe au vote. Bon, qui vote contre? Abstention. 3 abstentions. Je sais pas. Ah ok. Donc il y a un pouvoir qui a été donné par Madame Gondy à Monsieur Jamjam. Donc 4 abstentions votées à la majorité. Donc on va faire les photocopies et on vous donne les éléments. Rapport de dotation budgétaire, Monsieur Coyer. Oui, donc avec ce qu'il y a eu cet après-midi à l'Assemblée nationale, force est de constater que les chiffres évoqués au niveau national ne sont pas à comptabiliser à ce jour. Donc, je vais être assez succinct sur le contexte national. Ce qui nous importe le plus, c'est par rapport à la ville d'Anzin au niveau des recettes et des dépenses escomptées. Ce que je peux vous dire en synthèse, c'est que par rapport au projet de loi de finances 2025, les services avaient tablé sur un manque à gagner de 574 000 € par rapport au projet de loi de finances tel qu'il devait être présenté, notamment 150 000 en moins pour le fonds vert pour les investissements énergétiques, la DGF moins 96 000, dotation globale de fonctionnement, pardon, et les cotisations de 4 points de la part patronale pour les agents, ça représentait 205 000 €. Ça, à aujourd'hui, c'est non avenu. Je ne peux pas vous en dire plus. Et enfin, des engagements de la région, subvention d'équipement, moins 50 000 de moins, ce qui nous faisait un manque à gagner de 574 000. Il était escompté donc une inflation contenue à 2%, ça restera vérifié. Au niveau des recettes de fonctionnement, donc pour la ville d'Anzin, pour le budget. Structure des recettes 2025 escomptée, donc impôts et taxes 42%, dotation et participation 53% et autres recettes 4%. Ce qu'on peut quand même voir, voilà, c'est sur la droite. Par rapport à 2025 et 2024, c'est quasiment stable, puisque impôts et taxes 2024 c'était 42,8 et 2025 c'est 42,3.
Dotation et participation, vous voyez, il y a 1% d'augmentation. Donc là, par rapport à ce qui va nous tomber à toutes les collectivités, nous verrons bien. Et autres recettes, c'était stable à 4%. Donc vous voyez, les services avaient été très prudents par rapport à cela. Ce qu'on peut voir donc par rapport à la ville d'Anzin, c'est surtout donc le chapitre 73, impôts et taxes. Ça devrait donc être confirmé. Et donc là, aux tables sur le BP 2025, au niveau impôt direct, 6 630 681 €. Ça serait 136 900 € de plus. C'est principalement par rapport à l'évolution des bases. Les taux restent inchangés depuis 2009, monsieur le maire, vous confirmez? Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La taxe communale sur les droits de mutation, on espère une augmentation du marché immobilier à Anzin. Et donc là, on tablerait sur des droits de mutation de 190 000 € contre 170 000 prévus en 2024. Attribution, compensation, donc là, c'est stable. Dotation de solidarité communautaire, c'est 136 000, c'est stable également. Et le fonds de péréquation ressources communes, ça serait stable également. Les autres fiscalités locales, donc taxe sur les pylônes électriques, il y aurait une petite baisse, une augmentation pardon, à 15 370. Et consommation finale d'électricité, donc on passerait de 220 000 à 200 802 €, soit 20 000 de moins. Droit de place, diminution de 5 000 pour s'établir à 50 000 €. Et donc au total, le budget 2025 s'établirait à 8 990 372 pour les recettes, contre 8 880 291 pour 2024, soit 134 000 de plus. Donc en commentaire, comme je l'ai signalé, les bases allaient augmenter de 1,5 et donc il y a aussi la progression des recettes fiscales estimée à 2%. Il y a le marché immobilier, comme je vous l'ai dit, qu'on a tablé sur les droits de mutation pour une petite augmentation, et l'électricité, donc on reste prudent par rapport à ça. Le chapitre 74, ça impacte par rapport à la loi de finances. Donc là, je vais répéter ce qu'on avait prévu en 2024. Dotation forfaitaire des communes, 2 409 534. DSU, 6 336 714. C'est là que la ville d'Anzin peut encore escompter avoir de l'argent, parce que la ville d'Anzin faisait partie en 2023 des 850 communes de plus de 10 000 habitants qui bénéficiaient de cette DSU. Vu le contexte actuel, ce n'est pas négligeable. On va le prendre bien volontiers, donc, mais par contre, on ne sait pas combien on aura par rapport au contexte d'aujourd'hui. Autre commune, donc là, ça devrait aussi se maintenir, c'est la cité éducative de Valenciennes qui reverse la moitié de ce qu'elle perçoit par rapport à la cité éducative. La CAF, donc par rapport aux politiques en France, donc on aurait des revenus, des dotations escomptées pour 906 500 €. C'est le chapitre 747 888, donc en augmentation de 127 000 €. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La DPV, on avait tablé sur moins 90 000 pour s'établir à 510 000 et le recensement 3 124. Donc là, on avait comptabilisé une augmentation de 517 000. Si je fais abstraction de la DSU et d'autres petites dotations, on pourrait tabler sur environ 260 000 quand même de plus à aujourd'hui. Ça, on ne va pas l'évoquer parce que de toute façon, c'est non avenu. Au niveau des autres recettes, les remboursements sur rémunération de personnel baisseraient de 60 000 €. C'est les remboursements que la CPM pourrait verser en cas d'arrêt maladie. Donc là, par rapport à l'existant, on table sur une baisse de 60 000 €. Les concessions dans les cimetières, ça baisserait de 1 000 € pour s'établir à 9 000. Les redevances d'occupation du domaine public, 10 000 €. Les redevances de services à caractère culture, donc c'est le conservatoire, pour 30 000 € contre 34 333 en 2024. Les redevances et droits et services à caractère social, c'est la crèche et l'accueil loisirs. Là, on table sur une augmentation pour s'établir à 126 500 contre 101 697. Les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement, 178 650, en progression de 7 650. Les revenus des immeubles baisseraient de 8 000 € pour s'établir à 80 000. Et autres revenus, 249 088 contre 272 054. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. En synthèse, donc impôts et taxes au BP 2024, 8 856 291. Au BP 2025, 8 990 372, en progression de 1,5%. Les dotations et participations à vérifier, donc 10 911, programmés, budgétisés en 2025, 11 428, soit 517 000 de plus.
J'ai évoqué un chiffre de 260 000 à aujourd'hui. Et autres recettes, 918 084 en 2024 et 843 828 en 2025. Néanmoins, donc, ça ferait une augmentation de l'ordre de 260 à 300 000 euros par rapport à ce que je viens de vous évoquer. Au niveau des grandes masses budgétaires, toujours pour la ville d'Anzin, ça c'est le camembert qui fait la répartition. Donc les charges à caractère général représenteraient 26,4% des dépenses, les charges de personnel 64%, autres charges de gestion courante donc 8,2%, charges financières 1,3 je crois, et 0,1 c'est les charges exceptionnelles. Structure des recettes, donc vous le voyez, ça serait stable. Charge à caractère général 26,4 contre 26,8 en 2024. Les charges de personnel 64, ça c'est mentionné, oui, je viens de vous le dire. Donc les charges financières 1, ça marche. Ensuite, au niveau des dépenses de fonctionnement, voilà. Les charges à caractère général pourraient s'établir donc en dépenses à 2 156 379 pour le BP 2025 contre 2 81 738 en 2024, soit 74 000 de plus. Les services extérieurs, 2 212 356 contre 2 144 893 en progression de 67 000. Les autres services extérieurs en diminution pour s'établir à 675 453, 70 000 de moins. Et impôts et taxes, 45 960, un peu moins de 10 000 de moins. Et donc un maintien des dépenses à caractère général avec une revue pour le BP 2025 avec chaque service de l'ensemble des dépenses, ce afin de maintenir la bonne gestion de la ville. Et je félicite ici l'ensemble du personnel pour cette présentation de ces charges à caractère général qui sont quasiment stables. Les charges de personnel, donc là, rémunération brute escomptée pour 2025, 8 457 000. On a fait étal par rapport à 2024. Les charges, donc 3 353 000 contre 3 303 000, c'est 250 000 de plus. Et donc ça, c'était les points de la cotisation patronale. Donc pour l'instant, c'est suspendu. Et non, pardon, c'est en dessous. Et les cotisations, donc 340 000, ce qui nous fait donc 12 350 contre 12 100. En nombre, donc, au niveau de l'effectif de la ville, 241 personnels titulaires, en permanent 83 et 19 non permanents. Ça, c'est ce qu'on peut voir. En synthèse, donc au niveau des dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général s'établiraient à 5 90 148, en progression seulement de 0,4, c'est beaucoup moins que l'inflation escomptée de 2%. Les charges de personnel progressaient de 250 000, c'est la fameuse cotisation de 4% patronale, donc pour l'instant c'est suspendu. Atténuation de produits 10 000, charges de gestion courante 1 581 202, soit 71 000 de plus. Les charges financières 250 000 contre 213, c'est les intérêts des taux. Les charges exceptionnelles 10 000 euros, c'est comptable, et dotations aux amortissements et provisions 50 000, ce qui nous ferait donc des dépenses de fonctionnement de 19 341 350 en progression de 2,2%, c'est quasiment l'inflation. Ce qui nous amène à l'autofinancement brut, donc les recettes moins les dépenses. Donc pour le ROB 2025, le total des recettes s'établira à 21 262 571. Les dépenses, quant à elles, s'établiraient à 19 341 350, ce qui nous fait donc une CAF brute de 1 921 221, en progression par rapport à 2024 de 157 302 euros, soit un peu moins de 9%. Voyons maintenant les dépenses d'investissement programmées. Alors pour rappel, le mandat donc prévoyait plus de 27 millions sur la période 2020-2026. À ce jour, 25 millions, un peu plus, ont été réalisés. Vous avez là le détail par année. Et donc l'objectif a été atteint dès 2024. Par rapport au PPI avant arbitrage, donc les dépenses d'investissement programmées sur 2025, le centre culturel, 338 000 euros, pour un montant total de 3 380 000.
La Cité du Mont-de-la-Veine pour 2025, 123 141. L'éclairage public, c'est toujours donc 150 000 euros en 2025. On avait mis un peu plus sur 2024 pour faire des économies. On avait mis 750 000. L'entretien du patrimoine, donc 20 000 euros. L'EPF Cours d'Aubresse, donc c'est 217 201 euros. Les études pour le centre-ville, 37 500. Le gymnase de la Busborne sur 2025, 500 000 euros, pour un montant total budgétisé à aujourd'hui de 1 850 000. NRU, donc 186 480 prévus en 2025, sur un montant total de 2 158 294. Au niveau de l'OPA RU pour les façades, 24 000 euros, comme en 2024. La renaturisation de la cour Carpeaux, pour 250 000 euros. Le renouvellement du matériel et des véhicules du parc de la ville pour 250 000, ça c'est annuel, sur un montant prévu au PPI de 2 250 000 sur la durée. La rénovation de l'école de Gaulle, 300 000 euros prévus en 2025. La salle Jules Ferry, donc là reportée, donc c'est prévu en 2025 pour 1 million. La vidéoprotection, ça ne change pas, 150 000 euros tous les ans. Et la voirie, 400 000 euros. Voyons maintenant l'endettement de la ville. Donc la notation de la dette de la ville est toujours classée en A1, ce qui donc équivaut à une situation financière saine, selon la charte de bonne conduite de la dette. Et donc on peut voir que l'encours de la dette sur 2024 s'élève à un peu moins de 10 millions, 9 967 000 euros exactement. Sachant que donc comme on n'a pas emprunté cette année, la ville a remboursé en capital un peu plus de 850 000 euros. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Jamjam. Merci, monsieur le maire. Nous sommes tous conscients du contexte actuel au niveau national, et cela ne surprend pas. Vous pouvez consulter différents conseils municipaux des années précédentes. Nous avons toujours alerté sur la prévision des baisses des subventions de l'État. Comme en témoigne la diminution, votre précision, de 15% de la dotation péréquation de la ville, TPV. En ce qui concerne votre affirmation selon laquelle la dotation globale de fonctionnement DGF resterait stable en 2025, il est difficile de croire cela soit vrai compte tenu de la situation actuelle à la tête de l'État. Nous pourrions faire face à de grosses surprises. De plus, nous avons été très surpris que la dotation de solidarité urbaine cohésion sociale DSU représente 58% des différentes subventions. Il faut savoir que la DSU, c'est une dotation destinée aux communes en difficulté dont les ressources ne couvrent pas les charges auxquelles elles font face. Nous constatons aussi également une augmentation des dépenses de fonctionnement. Sur un budget de 27 millions d'euros, cela représente plus de 71%. Ce que pour nous, ça devient énorme. Je n'ai pas compris votre conclusion. La conclusion, c'est que là, on a un budget, sur l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Sur un budget de 27 millions, on a appelé 19 millions d'euros, c'est plus de 71%. Le budget de fonctionnement, je laisserai la main après à M. Coyer. Le budget de fonctionnement, enfin, au niveau... il n'y a quasiment pas d'augmentation, sauf liée aux frais de personnel, mais qui pourrait être revu à la baisse, parce que si le projet de loi de finances saute, les 4 points que l'on doit donner en complément pour les cotisations retraite vont faire qu'on va diminuer quasiment 210 000 euros les cotisations. Le FCTVA qui doit être modifié, on repère aussi quasiment 200 000 euros. Donc on va perdre d'un côté, on va regagner de l'autre. Donc niveau du fonctionnement, globalement, en plus les charges à caractère général, on est à 0,4% d'augmentation avec un gros effort des services. Et je tenais aussi à remercier les élus et les services qui ont fait un effort pour éviter d'avoir un dérapage sur ce point-là. Au niveau fonctionnement, je ne vois pas où on va diminuer le fonctionnement. On a déjà pris depuis de nombreuses années des mesures pour maintenir tout ce qui doit être maintenu par rapport aux engagements que l'on avait pris. Et pour revenir sur les informations investissements, pour ce mandat-ci, dans le cadre de la campagne 2020-2026, nos engagements, c'était 25 millions d'euros entre 2020 et 2026. Fin 2024, on sera à 27. Ça veut donc dire que fin 2025, on sera à peu près à 32 millions d'euros. Entre 25 et 32 millions d'euros, vous avez 7 millions d'euros de plus, soit 25%, voire plus, 30% d'investissement de plus que sur quoi on s'était engagé. Donc,
quand à un moment donné, vous posiez des questions sur le fait qu'on annonçait plein d'investissements qui n'étaient pas réalisés, la preuve aujourd'hui, c'est que on aura sur le mandat réalisé à bas mot, il faudra repréciser, mais on ne sera pas loin des 32, voire plus, millions d'euros d'investissement. 25 étaient annoncés, ça veut donc dire quand même qu'au niveau de fonctionnement, on a réalisé à faire un autofinancement quasiment tous les ans de 1,5 à 2 millions d'euros. Donc c'est que la gestion financière est quand même plus que saine au niveau de la commune. Pour les autres points, je vais laisser la réponse à M. Coyer. Oui, la DSU, c'est la dotation de solidarité urbaine. Comme je l'ai évoqué, en 2023, seules 850 villes de plus de 10 000 habitants pouvaient y avoir droit. Alors certes, c'est par rapport à des indices de richesse faibles, mais on ne va pas s'en plaindre vu le contexte actuel de recevoir encore ce genre de subventions. Et effectivement, elle représente 58% du poste 74. Mais tant que la ville peut en bénéficier, on en a toujours bénéficié les années précédentes, ça nous a été très utile et on a toujours pu dégager une CAF brute suffisamment grâce aussi à ça au total. Effectivement, la DSU, elle sert justement à compenser le fait qu'on a des habitants qui ont des difficultés sociales plus que la moyenne, on va dire. Donc le fait de faire des investissements lourds, notamment réhabiliter toutes les écoles, c'est quand même un point important pour tous les enfants de la commune. Donc on n'aura pas fini, mais quasiment on aura réhabilité la totalité des écoles. Les salles de sport ont été quasiment toutes réhabilitées. Et il y a eu des investissements qui ont été faits, que ce soit au niveau voirie, au niveau vidéoprotection, puisque là, sur ce mandat-ci, on aura mis 900 000 euros. On a 150 000 euros par an avec les différentes caméras qui vont être encore repositionnées. Donc là, au moment du BP, puisque tout ça va être affiné, on vous refera la liste des endroits qui vont être resécurisés selon les possibilités aussi techniques. Il y a des endroits où, techniquement parlant, c'est quasiment impossible parce que c'est trop enclavé, on n'a pas le réseau RED2VAL qui passe, en Wi-Fi, les bâtiments sont trop grands, donc il y a quelques problématiques. Mais globalement, la DSU, elle servait à financer des investissements complémentaires pour justement compenser les difficultés financières. La restauration scolaire à 1,50 € depuis 2008, le prix n'a pas augmenté pour les familles. Je peux vous dire que les achats ont bien augmenté depuis 2008. Si on fait les ratios d'augmentation, c'est un effort financier qui est fait dans le cadre du fonctionnement, qui nous est permis d'être réalisé grâce à la DSU notamment. Donc on a fléché des actions, c'est un choix politique, en fonction de ce qu'on avait à mettre en place. Mais au niveau du fonctionnement, le delta, il est vraiment à minima. Et là, le delta, il était essentiellement lié aux annonces prévues sur le projet de loi de finances 2025 liées aux augmentations des frais de personnel et puis après les assurances. Comme là, on prend 60 000 euros ou 50 000 euros de plus sur les assurances, vous ne trouverez pas d'assurance moins chère ou alors, effectivement, il faut supprimer des services. Certaines communes vont être obligées de supprimer des services. Nous, en tout cas, ce ne sera pas le cas cette année. Et il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs à la population. Tout restera sur le même niveau comme on s'était engagé et nos capacités financières le permettront. Monsieur Coyer, vous aviez d'autres informations à donner? Non. Bon, de toute façon, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas d'autres interventions. Donc on se retrouvera fin janvier pour voter le budget primitif. On aura peut-être un peu plus d'informations de visibilité, mais on en aura peut-être encore moins. Mais il faut passer par là. Donc on reviendra régulièrement en fonction des avancées au niveau national. N'oubliez pas de signer le document. Bonne fête de fin d'année et bonne semaine.